Événement ce soir dans l'After, vous savez que notre émission fête ses 20 ans, eh bien pour la première fois en 20 ans d'existence d'After Foot, le meilleur joueur français de l'histoire du football est dans l'After. Messieurs, dames, Michel Platini est avec nous. Bonsoir Michel. Bonsoir et très bon anniversaire, Daniel. Merci Michel. Alors, on va parler de jeu ensemble, on va parler de gouvernance, on va parler de la Coupe du Monde qui arrive dans 3 mois maintenant, entre autres sujets. Bien sûr, le 32-16 est ouvert, le numéro WhatsApp est ouvert, 0612 424 424. On a également le match Dunkerque-Reims qu'on suivra, il y a 1-0 à la mi-temps. Pour Dunkerque, on retrouvera Jean Baumel tout à l'heure. Alors, Daniel, Florent, Jean-Louis, on est évidemment très heureux d'avoir Michel Platini. On va démarrer par... Je crois que pour nous trois, c'est une soirée qui va marquer. Jean-Louis est plus jeune que nous, donc il n'a pas les mêmes souvenirs, mais pour les trois darons qu'on est là, c'est la première fois qu'on démarre l'after avec un peu de pression. Moi, ça ne m'était pas arrivé avant. Alors, on a préparé plein de questions. On va faire une petite première partie, Michel, un peu en mode souvenir quand même. On a quelques petits documents à écouter ensemble. Et bah oui, c'est vrai que nous sommes des platiniens. Voilà, on s'est jamais caché. On a toujours défendu ce qu'a fait Michel Platini, le dirigeant, le président de l'UEFA. Voilà, exactement. Le président de la FIFA qui l'aurait Et puis alors, Daniel, pour être tout à fait transparent, on est allé il y a quelques mois faire une interview pour la revue de l'After. Sache que ça se compte en années maintenant. Ça n'est plus des mois. Ça se compte en années. Le temps passe vite, mais c'est octobre 2021. Octobre 2021, et l'interview était parue dans la revue de l'After. Ouais. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Michel Platini, qui a un restaurant à Cassis, on avait eu l'idée de faire la même chose. Exactement. Et depuis, on l'a fait. Le samedi soir, en dînant sur la terrasse, nous est venue l'idée avec Gilbert. Nous aussi, il faut qu'on fasse ça. Bon, il faut qu'on entende Michel Platini, Daniel. Oui. Donc... on ne parle plus alors. Oui, vous pouvez poser vos questions, mais je ne suis pas sûr de répondre à tout. Hein. Ah bon même si je suis de bon poil ce soir. Je crois que c'était fini la politique. Non, mais il n'y a pas de sujet tabou, là, on est d'accord? Non. Bon. Alors, moment souvenir quand même. Daniel, que représente Michel Platini pour toi? Je voulais finir. Vous voulez finir? Alors, Florent, que représente Michel Platini pour toi? Moi, je ne sais pas si la nostalgie, c'est une question que je me pose souvent, est une passion triste ou une passion heureuse. Mais en tout cas, Michel Platini m'a fait rire et pleurer. Pleurer, on séville, mais c'est pas lui seulement. Mais j'ai pleuré beaucoup ce soir-là. Même si je sais qu'il pense que c'est le plus grand match quelque part de sa carrière, mais il m'a fait sourire. Non, j'ai pas jamais dit ça. J'ai dit qu'on avait ce jour-là, on avait eu un maximum d'émotions, et que comme ces émotions étaient exceptionnelles, c'était un match intéressant, quoi. Ouais. Et il se trouve que on parlait à l'instant on va dire de l'héritage qu'on a nous, les darons, comme disait Daniel. C'est vrai que Platini, pour nous, après, en tant que dirigeant, notamment co-dirigeant de la Coupe du Monde 98, je l'ai interviewé, Michel, plusieurs fois, mais quand tu l'as connu et quand tu as été jeune, gamin, et que tu as essayé d'imiter ses coups francs dans le jardin, que c'était vraiment le joueur absolu, c'est quand même un peu particulier, comme disait Daniel, d'aborder ça. Le moment où il m'a fait vraiment plaisir, c'est qu'il se trouve, Michel, que je t'ai donné un peu d'argent, j'ai contribué à ta richesse personnelle, puisque j'ai fait le stage 10 Platini, enfin l'un des stages 10 Platini que tu avais, que tu organisais du côté à Saint-Cyprien. C'était des stages Platini, oui. Platini, ouais. Et j'ai gardé un suite, enfin je peux plus le mettre. Et c'était en 82, donc à un moment dingue, parce que donc Michel Platini part de Saint-Étienne pour aller à la Juve, d'une part. On est juste après la Coupe du Monde, la fameuse, avec l'élimination en demi-finale contre l'Allemagne. Je vais à cette semaine de stage, mais avec pas la certitude d'avoir Michel, parce qu'il faisait pas... Enfin, je me permets de dire ça, pas toutes les semaines, il me semble. Michel, vous passiez pas forcément toutes les semaines. Je faisais le maximum pour passer toutes les semaines. Mais je me souviens que la semaine d'avant, il y avait eu Gérard Soler, donc les gars avaient eu quand même un international français. Bien, mais moins bien. Et donc, la surprise était gardée et on ne savait pas. Et un matin, on s'est réveillé, petit-déj, et on nous a dit... Je crois qu'il y a une surprise qui arrive, donc on a un peu compris. Et là, on a vu débarquer pour moi, pour la première fois de ma vie, l'idole absolue, Michel Platini. Et c'est vrai que la nuit d'après, on n'a pas dormi. Et l'après-midi, on est allé s'entraîner derrière dans les terrains. Et je sais que des parents qui avaient eu l'info se cachaient dans les bambous derrière les terrains pour pouvoir voir Michel. Et j'avais eu droit à des conseils techniques et à un après-midi d'entraînement avec Michel Platini. Je me souviens, je jouais pratiquement avec tout le monde. Ouais, tout à fait. Moi, je venais de Turin, je prenais un petit avion le matin, et puis je jouais avec toutes les équipes. Dans toutes les équipes, on faisait la photo. C'était un peu fatigant, et puis je repartais le soir. Mais au moins, j'avais fait quelque chose de sympa avec tous ces jeunes. C'était vachement bien. Donc voilà, un grand moment en tout cas. Merci Michel. Mais bravo. Oui, il n'y a pas que vous qui êtes venu. Il y a Zinedine Zidane a fait ces stages-là.
Je savais pas ça. Je savais pas. Ah, ok. Oui. Alors Daniel. Les stages. Donc c'est la seule fois où vous avez joué ensemble de l'histoire, quoi. Zizou et, oui, et Zidane Michel et Platini Platini Il a ensemble. même donné des conseils à Zizou. Oui. Donc on continue dans les souvenirs personnels très, très émouvants et j'explique pourquoi il a beaucoup compté dans ma vie. Moi j'en ai beaucoup parlé dans mon dernier livre. Ceux qui l'ont lu savent à quel point ça a été très important et qu'il a représenté une sorte de grand frère, parce que si tout le monde l'aimait en France, moi j'avais l'impression que c'était différent pour moi et qu'il m'appartenait un petit peu plus qu'aux autres. Pourquoi ? Parce qu'il m'a permis de bien vivre et d'accepter ma double nationalité. Parce que quand j'étais petit, ou en tout cas à mon époque, quand j'étais petit et jeune ado, être d'origine étrangère, c'était pas vécu comme aujourd'hui où on revendique beaucoup ses origines. À mon époque, on était juste différents. Et avec Michel, tout est devenu beaucoup mieux, beaucoup plus facile, parce qu'en France, j'étais comme lui, mon père me le répétait assez. Regarde, il est comme nous, il a les mêmes origines, donc forcément ça me rendait un petit peu fier. Et c'était encore mieux là-bas. Là-bas, c'est où ? C'est au village, en Sicile, où j'étais toujours surnommé le Français. C'était compliqué de jouer au foot parce que les Français étaient nuls au foot et moi on me le faisait ressentir. Quand j'arrivais là-bas, je l'ai raconté souvent beaucoup d'été à jouer dans les buts parce que c'est les nuls qu'on met au but quand on était petit. Et la demi-finale de Séville là-bas. Moi, j'ai pleuré ici, mais là-bas, ils s'en foutaient complètement. C'est quoi ? On s'en fout en France-Allemagne. Nous, on a gagné la Coupe du Monde, donc nous emmerde pas. Ouais. Sauf que l'été d'après, il est arrivé. Donc, comme il arrivait à la Juve, et en plus, dans le club de la famille, les choses pouvaient éventuellement devenir plus simples. Encore fallait-il qu'il soit fort, parce que s'il y allait pour se planter, alors c'est mon cauchemar. Mais je crois que ça s'est plutôt bien passé pour lui là-bas. Et donc, c'est devenu une sorte de protecteur. C'était mon protecteur, parce que j'étais comme lui ici, et j'étais comme lui là-bas, le français, parce que je crois que même à la Juve, ça arrivait qu'on le surnomme il Francese. Et donc, j'ai arrêté de jouer dans les buts, j'ai eu le droit de jouer sur le terrain. Il était l'idole ici, il était également l'idole là-bas, donc dans mes deux familles, des deux côtés. Ça m'a donné beaucoup de confiance. J'étais assez fier de ça. J'ai commencé à bien vivre ma binationalité, à m'accepter comme j'étais, parce qu'en plus, son papa avait un prénom et un nom italien, donc comme le mien. Donc je vivais ça bien. J'imagine que beaucoup plus tard, il y a des jeunes franco-algériens qui ont peut-être vécu la même chose avec Zidane, d'ailleurs. Ça les a rendus fiers de savoir qu'il y avait comme ça quelqu'un qui pouvait un peu les représenter. Donc voilà, c'était quelqu'un qui à ce moment-là était devenu un petit peu capital dans mon apprentissage de la vie et dans ma croissance de jeune ado. Voilà. C'était une approche très intéressante parce que je ne la connaissais pas, cette approche-là. Et ça vous fait quoi, Michel, d'entendre ça, justement ? Ça vous touche particulièrement ? Oui, ça me touche particulièrement. Puis vous savez, comme je suis maintenant, je suis sorti un peu du monde irréel dans lequel je vivais, puis je suis un peu plus au contact des gens. Les témoignages de sympathie, d'affection sont énormes. Et quand j'entends beaucoup de gens qui disent Monsieur Platini, vous nous avez fait pleurer, vous nous avez fait rêver, vous nous avez donné des émotions, je vous remercie pour ce que vous avez fait. J'ai été sur les fesses, parce que c'était pas quelque chose que j'avais ressenti quand j'étais dans l'actualité du sport. Et ce que dit Daniel, ça me fait plaisir. C'est une autre facette, mais c'est intéressant ce qu'il a dit. Et j'avais une question d'ailleurs pour rebondir sur ce que tu dis, Daniel, sur la première saison à la Juve en Italie. Elle n'est pas si simple que ça, parce qu'à la fin, quand on fait le bilan, c'est magnifique. Je savais bien que les journalistes ne voyaient pas que les choses positives. Ça, je savais bien ça. Le premier automne-hiver, il a été compliqué et il y a eu un moment décisif avec Boniek. Enfin, vous avez réussi à convaincre Trapattoni de jouer différemment. Enfin, je veux dire, ça n'a pas été aussi linéaire qu'on le dit aujourd'hui. Non, ça a été compliqué au début, puisque avec Zbigniew Boniek, nous sommes arrivés dans une équipe où il y avait 6 champions du monde. Et donc, moi, j'avais une pubalgie, donc qui ne passait pas. Et elle est passée au mois de janvier. Quand Robert Zepagnac, je remercierai assez jamais, m'a fait connaître une sorte de mage, de rebouteux, et qui m'a soigné en 15 secondes ma pubalgie. Et à partir de ce moment-là, je suis reparti sur des bases nouvelles. L'équipe d'Italie avait commencé à faire match nul à Chypre, donc ils se disaient mais c'est peut-être pas la faute à Platini et à Boniek si l'équipe d'Italie n'est pas bonne, puisqu'il y a 7 joueurs de la Juve qui sont dedans. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai marqué pratiquement tous les matchs jusqu'à la finale de la Coupe d'Europe contre Hambourg à Athènes. On a perdu 1-0. Et ça a été un changement radical, mais bon,
voilà, j'étais blessé et c'était pas simple parce que chaque fois qu'on sortait du terrain, c'était toujours la faute de Bagnac et de Platini. Qu'est-ce qu'il a fait comme ils étaient champions du monde. Qu'est-ce qu'il a fait ce match rebouteux là? Parce que du coup, ça nous intéresse. Ça nous intéresse beaucoup. Un miracle. Il m'a pris le bras, il me l'a tourné dans tous les sens. Il m'a dit vous pouvez partir, c'est terminé. C'est incroyable. C'était vraiment guéri. Ah oui, c'est passé. Oui, complètement guéri. Non, mais sincèrement, et je rigole pas, et c'est vrai. Incroyable. Incroyable, j'en reviens pas. Il faudra demander à Robert Zepagnac. C'est lui qui me l'avait conseillé. C'était quelqu'un qui recevait il était en Moselle, en fin fond de la Moselle là-bas, et il recevait des milliers de personnes allemandes qui venaient se faire soigner chez lui. Et on a eu du mal à avoir un rendez-vous, et il m'a pris comme ça, et il m'a soigné J'espère qu'il n'est pas soigné Schumacher juste avant quand même. Peut-être pas, non. Michel Platini avec nous. On va parler de la Coupe du Monde dans quelques secondes, mais question d'actualité. Michel, bien sûr, vous avez vécu 10 ans d'enfer avec une procédure très longue. Vous avez été totalement acquitté en première instance, une deuxième fois il y a quelques mois, et vous avez décidé de contre-attaquer en déposant plainte pour diffamation publique contre des ex-dirigeants de la FIFA. Pourquoi avoir fait cette démarche? Est-ce une volonté définitive d'en finir ou est-ce une contre-attaque? Non, c'est la première démarche, il y en aura d'autres. Ah oui. Oui, bien sûr, je ne vais pas lâcher les gens qui m'ont fait du mal. Là, c'est une démarche plutôt médiatique. Ce sont j'ai attaqué des gens qui m'ont accusé de plein de choses avant qu'il y ait eu un jugement officiel et qui m'ont balancé ça dans les journaux pour me faire du mal. Ça, c'est la première partie. Et après, il y aura peut-être une autre partie au civil. Ah non, je lâche pas. Non, je lâche pas. Là, vous irez au bout pour quoi? Laver votre honneur en quelque sorte? Non, moi, laver mon honneur, non. De toute façon, c'est réglé. Il est désormais lavé, puisqu'il a été acquitté de tout et blanchi de tout. Non, mais moi, laver mon honneur, c'est des grands termes qui ne veulent rien dire. Non, simplement défendre mes droits, et puis point final, et puis faire du mal à ceux qui m'ont fait du mal. Alors, Michel, nous, ces années, effectivement, on les a vécues dans l'after, on suivait et on a vu qui est devenu président de la FIFA, celui qu'ici on surnommait souvent l'usurpateur. Et certaines personnes disent aujourd'hui que le foot, il serait peut-être différent, ou en tout cas, il n'aurait pas pris certains virages si c'est vous, comme ça devait l'être, qui étiez devenu président de la FIFA. Les évolutions du foot sur ces 10 dernières années. Comment vous les regardez, cette Coupe du Monde à 48, les cartons introduits, puisque la fameuse cooling break avec la pub, dans un premier temps, on n'a pas voulu nous dire exactement ce que c'était, mais on n'est pas con, on a quand même compris. Quel regard vous portez sur les évolutions récentes du foot? Vous auriez eu à les gérer si vous aviez été président de la FIFA. Qu'est-ce que vous auriez accepté ou pas? Vous savez, les évolutions du football, je l'ai fait en 1990 quand j'ai fait passer 2 lois à M. Avlanche et M. Blatter, mais j'étais simplement à l'époque sélectionneur de l'équipe de France. Et il y a eu 3 lois qui ont été changées en 90 pour faire évoluer le football. Absolument. La première, c'était la passe au gardien en retrait, oui. qui a été, c'était mon idée, qui a été, je pense, un vrai changement dans le football. La deuxième, c'était le tacle par derrière, c'était carton rouge, c'était aussi un véritable changement dans le football. Et la troisième, c'était pas mon idée, mais c'était une bonne idée, c'était de mettre des ballons autour du terrain pour que ça aille plus vite. Donc on est passé, je crois, de 30 minutes de jeu effectif à 60 minutes de jeu effectif, qui était quelque chose de bien. Mais ça a toujours été des changements qui pour le jeu. C'est ça. Et maintenant, ce sont des changements sur l'arbitrage. On est toujours en train de changer le mode d'arbitrer, les fautes d'arbitrage. En plus, avec le VAR, maintenant, on fait des changements dans l'informatique, dans le truc, dans le braquet levé, dans le corner, dans le truc. Donc, il y a plein de changements. Après, certes, il y a des choses qui ne me plaisent pas du tout. Vous savez, moi, j'ai aimé ce football parce qu'il nous a, comme vous, il nous a fait rêver. Quand on fait un engagement, quand tu rêves d'un engagement dans un match de football, tu as les 2 attaquants qui se donnent le ballon devant. Ils ne font pas une passe en arrière comme ils le font en handball. Ça m'a
ça m'a perturbé parce que je dis, on change complètement les valeurs du foot, l'histoire du football, l'histoire où il y a depuis 100 ans, il y a des gens qui ont joué au football, qui ont fait un engagement comme ça, maintenant on fait un engagement au handball. Ça, c'est des choses. Pire encore, Michel, on fait comme au rugby maintenant. On envoie le ballon dans les 22 même parfois pour aller mettre la pression. Ça, c'est la nouvelle mode, c'est qu'on balance le ballon devant. Mais ça, on pouvait le faire avant. Oui, on pouvait, c'est vrai. Pas en avant, on pouvait le faire avant. Mais moi, je parlais plus spécifiquement de la Coupe du Monde qui s'est beaucoup élargie, qui va durer 6 semaines. Non, mais la Coupe du Monde qui s'élargisse, c'était une chose à faire. Ça, vous trouvez ça bien, les 48 équipes? J'ai pas dit que les 48 équipes, c'était bien. Je pense qu'il fallait faire quelque chose parce qu'on ne pouvait pas arriver en 2020 ou en 2015 ou en 2026 avec 15 pays européens et 4 pays africains. Ça, avec c'est 15 sûr. pays ça, européens et 4 pays asiatiques. C'est plus possible aujourd'hui. Donc, il aurait fallu faire quelque chose. Alors, on limite le nombre d'Européens ou on augmente les autres. Donc, je pense qu'il fallait faire quelque chose. Vous voulez dire qu'on était un petit peu contraint au vu de l'universel? Vous voulez dire qu'on était un petit peu contraint de ça? Oui, ou sinon on aurait été obligé de limiter le nombre d'équipes européennes si on voulait rester à 24 équipes ou à 16 équipes. Ouais, mais après tout, quand vous jouiez... Souvenez-vous, dans les années 66-70, il n'y avait pas de pays africains, il n'y avait pas de pays asiatiques, enfin, il y en avait très très peu. D'accord, mais on pouvait peut-être augmenter, parce que, oui, j'entends ce que vous dites, mais finalement, quand 82, 86, 78, quand vous voulez jouer les Coupes du Monde, il y a des pays européens qui, à travers les qualifs, se retrouvaient à pas la jouer, la Coupe du Monde. Les Pays-Bas ne l'ont pas joué en 82 à cause des Bleus. Ça arrivait que des gros n'y aillent pas aussi. Est-ce que finalement la sélection ne faisait pas? Est-ce que finalement la sélection ne se faisait pas dans les poules? Parce que là, on se retrouve avec une Coupe du Monde qui va être interminable. Oui, Daniel, il faut faire un peu de politique. Je pense que de temps en temps, il faut faire plaisir aux associations nationales. Quand vous êtes des équipes comme la Lituanie ou la Géorgie ou San Marino qui ne gagnent jamais de match, c'est compliqué de faire développer le football dans ces pays-là. Donc, il faut donner de temps en temps un peu d'espoir à des équipes. Après, je ne dis pas que 40 quelques équipes, c'était bien, mais il fallait faire quelque chose pour augmenter. Ou sinon, on aurait limité le nombre des Européens. Et juste l'autre question, c'était un président de l'UEFA doit faire plaisir à ces 52 associations, donc il faut trouver les moyens de les faire gagner des matchs. Et j'ai trouvé un moyen pour qu'ils gagnent de temps en temps des matchs, parce que la Coupe des Nations, le championnat des Nations, le championnat des Nations, pas les qualifications pour les championnats. La Ligue des Nations. La Ligue des Nations, la Ligue des Nations que j'ai inventée dans les années quand j'étais président, ça permet à des équipes de jouer entre elles. C'est pas toujours la France qui joue contre Liechtenstein ou qui joue contre la Lituanie, c'est la Lituanie qui joue contre la Géorgie, San Marino qui joue contre... Et ils gagnent de temps en temps. Et les stades, ils sont plutôt pleins parce que tu donnes un peu d'espoir. Tu regardes le public français ou les publics du monde entier, ils vont avec ceux qui gagnent. Il faut donner de temps en temps de l'espoir à des équipes. Et ça, je suis désolé, ce n'est pas un rôle de journaliste, mais c'est un rôle d'homme politique de faire plaisir aux associations. Ok, ça, je veux bien l'entendre. C'est pour ça que je dis... Je peux dire que, sincèrement, il fallait faire quelque chose, augmenter le nombre d'équipes, voilà, pour qu'on équilibre un peu les forces en présence comme vous l'avez fait d'ailleurs en tant que président de l'UEFA de mémoire pour le championnat d'Europe. Et pour la Conférence League aussi. J'ai une question importante, Michel Platini, sur une révolution qui s'annonce là pour cet été, à savoir les pubs qui seront diffusés pendant les cooling breaks, c'est-à-dire pendant les pauses fraîcheurs qui seront réservées aux joueurs. Vous, les journalistes? Non, nous, non. Nous, on n'est pas contents de ça. On n'est pas contents, mais on voulait faire 3 minutes de publicité pour les calling breaks. Oui, notre régie pub est contente. Oui, la régie pub est contente. Mais là, on parlait justement de l'amour du foot et du côté justement. Ça dénature complètement le foot. Je n'aime pas ça. Je pense qu'ils pouvaient le faire en 30 secondes. Tu peux faire boire les gens et se désaltérer. Tu n'es pas obligé de faire 3 minutes systématiquement. Tu peux le faire aussi que quand il fait chaud et pas quand il fait bon. Voilà. Donc, je ne suis pas d'accord avec vous, mais bon, voilà, c'est des décisions je pense, du président de la FIFA, c'est même pas des décisions du conseil d'administration de la FIFA. Non, pour le coup, vous n'êtes pas d'accord, vous êtes d'accord avec nous et pas d'accord avec celui qui a inventé ce truc-là. On est d'accord, nous, en tout cas, là-dessus. Absolument. Je suis d'accord qu'il y ait des pauses, mais qu'elles durent le temps que ça doit durer pour se rafraîchir. Oui. Est-ce que Gianni Infantino s'est définitivement ridiculisé en remettant le prix de la paix à Donald Trump? Avec ce qui s'est passé 15 jours après, c'est possible. Qu'est-ce que vous dites de lui aujourd'hui, Gianni Infantino?
Moi, je pense que c'est ce que j'ai dit dans le Guardian il y a quelques temps. J'ai dit que Gianni Infantino était un très très bon secrétaire général, un bon numéro 2, mais pas un bon numéro 1. Voilà. Et quand vous le voyez, vous vous dites j'aurais dû être à sa place? Non, je le vois jamais. Bon, Non, mais à la télé. Honnêtement, moi, si je suis Platini, je croise Infantino, chacun, hein, je suis pas sûr que ça se passe bien, vu ce qu'Infantino lui a fait. Je pense qu'il a profité de mes problèmes. Je pense pas qu'il m'ait fait du mal. Je pense pas qu'il l'a voulu. Ensuite, il m'a mis au pénal parce qu'il voulait pas que je revienne, certes, mais il n'est pas à l'origine de cette affaire. Ouais, enfin bon, ce qu'il a fait quand même pas très sympa. Il vous met au pénal, il prend votre place. Oui, mais le pénal m'a blanchi. Si j'avais pas été au pénal, j'aurais jamais été blanchi. Michel Platini, justement, je serais resté sur les décisions des commissions de la FIFA qui m'ont accusé complètement pour m'éliminer. Et le pénal m'a blanchi. Bon, ça met 10 ans, ce qui était le but du jeu, mais ça met 10 ans quand même. Ouais, quand même. Vous avez dit tout à l'heure que ce qui était important, c'était parfois la politique, justement pour l'élargissement de la Coupe du Monde à 48. Finalement, Infantino, il fait de la politique. Non, j'ai dit qu'il fallait faire quelque chose. Oui, j'ai pas dit que 48 c'était bien, mais il fallait faire quelque chose. Non, mais vous avez dit un truc intéressant. Vous êtes journaliste en parlant de nous, et il faut parfois penser aussi un peu plus politique. Finalement, il fait de la politique aussi. Infantino, il n'est pas si mauvais. Oui, bien sûr, oui. Oui, mais je pense pas qu'il soit bon dans la politique. Je pense que c'est un bon administratif. Je pense qu'il n'est pas charismatique. Je pense pas qu'il dit des bonnes choses. Mais ça a été mon secrétaire général. C'était un bon numéro 2. D'ailleurs, quand il s'est présenté, j'étais pas tout à fait partisan qu'il se présente comme président parce que je pense que c'était pas forcément le président qui avait besoin de football. Et puis faire de la politique, c'est un mec passionné par le football. C'est un mec qui dort pas beaucoup, qui travaille énormément. C'était un bon secrétaire général qui faisait travailler l'équipe. Mais après, président, c'est autre chose. Et puis faire de la politique, ça veut pas dire. Président, c'est une sorte il faut être numéro 10, quoi. Voilà, ça veut pas dire se coucher devant tous les chefs d'État et notamment ceux du Proche-Orient, Qatar, Arabie Saoudite ou Trump aux États-Unis. Dès qu'ils voient un chef d'État, ils se couchent quand même. Hein. Il est très fan des gens qui sont riches et qui ont du pouvoir. Voilà, il a toujours été comme ça, même quand il était secrétaire général. Mais quand il était secrétaire général, il avait un président et d'autres personnes à l'UEFA qui le géraient. Alors, j'ai bien compris que d'un point de vue politique ou d'homme politique, la Coupe du Monde à 48, c'est très bien, mais du point de vue du fan de foot que vous êtes, Michel... J'ai pas dit que c'était très bien. Non, mais en tout cas, vous comprenez la démarche. Mais en tout cas, la Coupe du Monde à 48, pour vous, fans de foot, forcément, vous devez être comme nous à vous dire que les premiers tours servent pas à grand-chose quand même. Mais t'es pas obligé de les regarder, les matchs. Mais, avant, tu ne posais pas cette question pour les... Réponse de Michel. Michel, allez-y. Je vais répéter, j'ai pas dit que 48 c'était bien, mais il fallait augmenter, oui. Mais à combien, je sais pas. J'étais plus dans la FIFA pour discuter de ces choses-là. Il est 22h30, l'after est là jusqu'à minuit. Daniel Riolo, Florent Gautreau, Jean-Louis Tour et Michel Platini avec nous ce soir. Michel, est-ce que vous regardez toujours le foot de façon passionnée ou est-ce que vous choisissez vos matchs devant la télé? Enfin, quel est votre rapport aujourd'hui au football? Complètement passionné. Vous regardez tous les matchs? Je suis complètement passionné par le football. Alors, quand je dis ça, quand vous dites ça, il faut décrypter. Vous êtes passionné par le football. Quand vous voyez des gamins jouer je suis passionné par ce jeu, j'adore ce jeu, je regarde ce jeu. Maintenant, c'est plus tellement mon métier de le regarder tout le temps, donc je le regarde occasionnellement. Un Nice-Rennes dimanche après-midi, par exemple, c'est pas Michel Platini. Bon, là, t'exagères un peu avec Nice-Rennes. Mais un PSG-Chelsea, oui. Non, c'est pas le bon exemple. Tu aurais dit un Nancy-Clermont un lundi soir. Non, mais si je suis devant, je regarde. Et plutôt, je mettrais plus le multiplex pour regarder le nombre de buts. Mais je suis abonné à la Ligue 1. Je suis tous les ans abonné à la Ligue 1 parce que je suis solidaire du football français et de ses problèmes économiques. Ah, bah alors, c'est une passe en profondeur pour qu'on entame. J'allais dévier sur le jeu, mais là, il y a une passe en profondeur qui vient d'arriver. Donc, je n'ai pas de réponse non plus. Hein, donc, je vous dis, moi, je suis solidaire du football français. Donc, je contribue en regardant les matchs à la télévision. Voilà, c'est tout. Ok, mais alors, puisque la passe, elle est belle, une belle ouverture de 40 mètres, je vais quand même mettre le but et je vais poursuivre là et je poserai ma question sur le jeu après. Quand vous voyez la situation économique de la Ligue 1, qui n'a jamais été aussi terrible, est-ce que vous vous dites que quelque part ça a déconné, puisque vous êtes un homme qui a eu du pouvoir dans le football à l'UEFA,
pas au niveau de la LFP ni de la 3F, est-ce que forcément ça veut dire que des gens ont mal travaillé à la LFP ou à la 3F pour qu'on se retrouve avec zéro dans les caisses aujourd'hui du football français? Je sais pas, je connais pas les tenants, les aboutissants des problèmes entre les uns et les autres, mais souvenez-vous que le football français a été basé sur Canal+, et que tant qu'il y avait Canal+, le football français marchait bien. Il y a dû y avoir des problèmes, il n'y a plus Canal+, et puis donc le reste, ça s'est compliqué. Ils essayent de trouver leur voie, j'espère qu'ils la trouveront, et puis que le football français se reviendra économiquement très fort. Un jour, il y a un ministre qui m'a appelé, qui m'a dit « Qu'est-ce que vous pensez des problèmes économiques du football ?» J'ai dit « Écoutez, je ne peux pas vous répondre, parce que nous, quand on joue au football, il n'y a pas la télévision. » Ouais. Il y avait peu de matchs qui étaient Et donc, diffusés, il n'y avait pas d'argent. Voilà. Si c'est le problème aujourd'hui, tu peux. Pour moi, je n'ai pas un problème avec l'argent. Je n'ai pas un problème avec cet argent dans le football. On a joué au football pendant des années où il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas d'argent. Donc, voilà. Michel, c'est pas tout à fait vrai. En Italie, il y avait de l'argent et en France, à partir de 84, il y en avait pas autant, mais il y avait quand même beaucoup d'argent. En Italie, il y avait des gros mécènes. Oui, il n'y avait pas de droit de télévision. Il y a eu la famille Agnelli, après il y a eu Berlusconi, après il y a eu beaucoup de gros mécènes qui ont pris qui ont payé les meilleurs joueurs. Il n'y avait pas les droits de télévision. Oui, mais à partir du moment où un système économique est mis en place et que ça s'écroule, c'est qu'il y a des gens qui ont mal bossé, forcément. Et je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas trouvé le bon système pour que le football français soit rentable. Il y a un truc, Michel Platini, que vous avez dit, je crois, il y a quelques temps, en disant s'il y a moins d'argent dans le foot français, c'est pas forcément un drame. Je parle de moins de droits télé, évidemment. On mettra des joueurs plus jeunes et c'est très bien. Et c'est d'ailleurs un peu ce qui se passe. Vous aviez vu juste. Je ne suis pas sûr d'avoir dit des choses comme ça, moi. Ah, si, moi j'ai entendu. Vous allez le retrouver, dire ça, quelque part. Non, mais je sais pas, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai cru entendre ça. Alors, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Je vous dis que je n'ai pas de problème. J'aime passionnément ce football. Que les joueurs y gagnent 1000 francs par mois ou qu'ils gagnent 10 millions par mois, c'est qu'un problème économique. Le football existera toujours. Bon, certes, peut-être que les étrangers, ils achèteront plus de grands joueurs que les Français, mais ça a toujours été le cas pendant de très nombreuses années. Oui, après, il y a des clubs qui sont au bord de la faillite, Michel, quand même. À cause de ce qui s'est passé, il y a des clubs... Ils payeront moins les joueurs, et puis c'est tout. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi? On doit payer les joueurs avec l'argent qu'on a. S'il y en a beaucoup, on les paiera beaucoup. S'il n'y en a pas beaucoup, on ne doit pas les payer beaucoup. Voilà. Et donc c'est là que les jeunes apparaissent, c'est que peut-être on peut découvrir de nouvelles pépites en France grâce à nos centres de formation. Ça peut dévaloriser un championnat. Les jeunes, c'est compliqué. Les jeunes, dans le temps, ils étaient obligés de signer dans les clubs français. Aujourd'hui, même un joueur qui finit à 16 ans, à la fin de son contrat, il peut partir s'il veut partir. Donc, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Aujourd'hui, la libre circulation, la loi Bosman a créé quand même pas mal de problèmes pour les pays qui sont les moins riches. Sur toutes ces questions-là de gouvernance, vous recevez parfois un peu des coups de fil des présidents de clubs, de présidents de fédés qui vous demandent conseil ou... Non. Vous n'êtes pas un conseiller de l'ombre? Non. Je suis conseiller de rien du tout. Quand j'ai eu mes problèmes, il n'y a pas grand monde qui m'ont aidé. Donc maintenant, non. Vous vous êtes senti un peu lâché par tout le monde? Je me suis senti lâché par la Fédération française, certes, et puis aussi par l'État français. On m'a laissé tomber complètement. Puis c'était un problème politique, mais j'ai pas eu de politique. Mais bon, ça va, je ne vais pas pleurer, ça suffit. Non, mais c'est important de savoir, parce que effectivement, nous, on a suivi ces affaires de A à Z. Même parmi les médias, on n'a pas senti une solidarité. Si on va par là, je me souviens du jour où vous avez été blanchi. Oui, pardon. Je suis désolé, mais quand j'ai été viré de la FIFA, c'est M. Le Gret qui a pris ma place. Je ne pense pas qu'il était content que je revienne. Et là, avec la Fédé actuelle, ça va mieux, non? Non, je n'ai pas de contact. Bon, d'accord. Bon, d'ailleurs, j'ai même pas reçu, je vais vous dire une chose, j'ai même pas reçu de félicitations quand j'étais blanchi par la Fédération française, vous voyez. Oui, d'ailleurs, le jour où vous avez été blanchi, où l'histoire, les fameux 10 ans se sont terminés, je me souviens très bien ici un soir, à avoir trouvé absolument scandaleux que ça ne fasse pas pleine page de une de l'équipe, ou que d'autres médias, même des journaux, on va dire, d'actualité gênés, ne fassent pas, n'en parlent pas, et que ce ne soit pas relevé par le ministre des Sports, ou quand l'un des plus grands sportifs de l'histoire du pays, on n'a pas parlé de ça. Moi, j'avais trouvé ça scandaleux. Mais bon, allez, on avance, on parle de jeu. Il y avait un débat la semaine dernière
Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'en même temps, deux personnages importants du football en parlent. D'abord, l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, qui dit devant les matchs de foot en Première Ligue, en ce moment, moi je m'ennuie. Relayé par Ruud Gullit, qui lui était encore plus virulent, en disant j'ai beaucoup de mal avec le football d'aujourd'hui. Et ce football-là, c'est ça qui animait notre débat la semaine dernière. C'était, moi aussi, j'en avais un petit peu marre. À force d'avoir crié à l'intensité, c'est devenu la mode dans le foot, les équipes qui font des pressing, c'est en train de devenir l'intensité tue l'intensité. Il n'y a plus de place à la technique, il y a plus de place pour les athlètes que pour les joueurs techniques. Où est-ce que vous seriez situé dans ce débat si vous aviez été avec nous ? Avec vous, j'aurais été avec vous. C'est-à-dire qu'il faut regarder un peu de plus près les choses. Je pense que avec le temps qui passe, il y a moins en moins, vous avez raison, de joueurs qui sont issus de la rue, qui sont issus du football populaire. On a perdu, je pense, cette dernière année, on a perdu, même s'ils sont toujours là, on a perdu un peu Griezmann, qui n'est plus le Griezmann, De Bruyne, qui n'est plus le De Bruyne, Modric. Ça veut dire qu'on a perdu pas mal de joueurs ces dernières années qui étaient des joueurs qui étaient quand même très représentatifs d'une certaine façon de jouer au football. Les derniers joueurs d'instant. Après avoir perdu Messi, après avoir perdu tous ces joueurs-là. Donc, les Xavi, les Iniesta et toute cette bande de très très bons footballeurs. Aujourd'hui, je pense qu'on s'oriente davantage sur des joueurs formés dans les centres de préformation et de formation. Et donc, on a perdu un peu ce football de la rue, ce football libre, ce football technique qu'il y avait avant. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a certainement moins de bons joueurs. Les joueurs sont plus formés à partir de l'âge de 10 ans d'une façon stéréotypée, ce qui est moins bon qu'avant. Et je rejoins un peu ce qu'a dit Gullit ou l'entraîneur de Liverpool. Je le dis d'une autre façon, je pense que c'est le système qui fait que c'est comme ça et pas autre chose. Et plus généralement, est-ce qu'on n'a pas perdu aussi un niveau technique moyen ? Je me souviens qu'à votre époque, vous aviez dit, peut-être vous allez me dire si c'est vrai ou pas, que Sergio Brio, qui joue avec vous, était un joueur remarquable techniquement. On ne le voyait pas forcément parce qu'on lui demandait de pas forcément dépasser le milieu de terrain. Mais on a l'impression qu'à cette époque, le moindre défenseur italien aurait été supérieur à un joueur moyen actuel professionnel. Est-ce que c'est votre avis ? Je pense pas. Si le football aujourd'hui a évolué, c'est les défenseurs qui ont évolué. Les défenseurs sont beaucoup plus techniques dans le passé. D'ailleurs, aujourd'hui, entre les deux arrières centraux et le gardien de but, ils touchent plus de balles que les gens du milieu de terrain. Donc, aujourd'hui, on a un style d'entraîneur qui arrive, qui font beaucoup jouer les défenseurs. Vous avez vu les stratégies en partant de derrière, en remontant tout le terrain, qui fait que dans le temps, on n'avait pas tout ça. On avait quand même beaucoup moins de technique. Mais je pense qu'on peut parler d'autre chose. C'est qu'aujourd'hui, les défenseurs sont meilleurs techniquement, mais sont beaucoup moins bons défensivement. Oui, ils savent moins défendre et c'est un des problèmes du football. Oui, mais parce qu'il y a une nouvelle génération d'entraîneurs qui fait que les joueurs de derrière, ils doivent très bien jouer au ballon pour remonter le ballon, pour former le ballon, pour partir de derrière. Donc voilà, ça a changé et je pense qu'à la base, comme on le dit, la base c'est les formations, les préformations. Mais comment on pourrait remédier à ça Michel, parce que là, comment on pourrait remédier à ça ? Parce qu'on parle du spectacle du foot, de la passion des gens qui en découle. Moi, je me souviens que la dernière fois qu'on avait fait une interview sur RMC, vous aviez dit dans les pistes des évolutions des règles, vous aviez listé vos idées auparavant, vous disiez comme hypothèse, pourquoi pas enlever un joueur sur le terrain pour justement faire je l'avais dit d'une façon irréfléchie, c'était un cri du cœur qui est venu tout de suite. J'avais dit, pourquoi pas jouer à 10 ? Voilà, c'est tout. Mais pour qu'il y ait plus d'espace. J'ai jamais pensé, j'ai jamais réfléchi. Pour qu'il y ait un peu plus d'espace. Oui. Parce que, vous savez, tous les sports qui existent ont été faits dans les années 1900 et quelques. C'est-à-dire qu'on jouait à 11 en 1905. Oui. Et les joueurs à 11, ils n'étaient pas aussi préparés que les joueurs en 2026. On jouait au basket, au handball, au rugby dans les années 1900 d'une façon, et on jouait à 15, on jouait à 5. Le panneau de basket était à la même hauteur qu'aujourd'hui, mais les joueurs, ils ont doublé de taille. Donc, c'est plus les mêmes sports, c'est plus les mêmes façons de voir le sport, comment il est évalué. Alors, peut-être qu'il faudrait penser à faire évoluer certains sports
mais sans pour cela toujours changer l'arbitrage, parce que de toute façon, comme les dirigeants, la plupart du temps, ils sont nuls, ils comprennent rien au sport, ils changent toujours les trucs d'arbitrage. Voilà, comme ça fait plaisir. Mais jamais la philosophie du jeu et jamais le jeu en lui-même pour savoir comment on pourrait le rendre meilleur pour qu'on joue mieux au football. Il faudrait plus de sportifs pour ça. Ça veut dire que vous auriez aimé rester sur un football originel. Aujourd'hui, on enlève les prolongations, on fait des cartons. Tout ça, c'est du flanc. Oui, peut-être pas. Je sais pas, j'y ai pas réfléchi. C'est des décisions qui ont été prises par des gens. J'ai pas trop réfléchi à ces trucs-là. Ça me touche, ça m'intéresse plus tellement puisque je n'ai plus le pouvoir de faire les choses moi-même. Donc que les autres ils fassent ce qu'ils veulent. Est-ce que juste pour revenir sur le débat qu'on avait sur ce recrutement finalement de ces joueurs d'instinct qui n'existent plus vraiment, vous avez cité les Griezmann et les uns et les autres, même s'ils ont été formés quand même dans des clubs, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'aller taper, d'aller chercher dans d'autres sports, le futsal, les fives, de retrouver des joueurs qui jouent ailleurs effectivement que dans les structures habituelles? Est-ce que c'est pas une des pistes? Peut-être, je ne sais pas. Il faut demander à tous les entraîneurs ou les recruteurs qu'ils aillent voir dans le football de rue, dans le football. Maintenant, avec le foot plein de data et de statistiques, il faut tellement courir. L'athlétisation est devenue tellement importante que ça ne peut pas être une solution, Florent. On le voit bien aujourd'hui. Vous savez, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans que je ne suis plus dans les clubs ou 30 ans que je ne suis plus dans les clubs. Donc, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, ce recrutement, la formation. Mais après, vous savez que la plupart des clubs, pour mieux vivre économiquement, sont obligés de former pour vendre et pas former pour les faire jouer. Donc voilà, tout est compliqué dans le monde d'aujourd'hui. L'arrêt Bosman a été un changement très mauvais pour le football. A changé beaucoup de choses dans l'esprit du jeu, dans tout, dans l'identité du football, dans l'identité des joueurs avec des rapports de l'identité du rapport des spectateurs avec les joueurs. Il y a plein de choses qui ont changé avec Larry Bosman. Aujourd'hui, c'est des gens qui viennent dans un club, qui repartent, qui vont dans un autre. Voilà, c'est difficile aujourd'hui de créer une structure de football, d'avoir une équipe, d'avoir un entraîneur qui travaille sur quelques années avec des joueurs. C'est plus possible. Donc voilà, on achète, on vend et puis point final. C'est un nouveau système. C'est différent. Il avait dit en 87, Michel, je crois, j'ai joué à Nancy parce que c'était le club de ma ville, à Saint-Etienne parce que c'est le meilleur club de France et à la Juve parce que c'est le meilleur club du monde. Bon, c'était en 87. Oui, mais c'est vrai à l'époque. Ouais, c'est vrai. Je reprends ma question. Je n'ai pas dit que c'était le meilleur club de ma ville, j'ai dit que c'était le meilleur club de Lorraine. Ça va pas plaire à tout le monde. Comme le FCMS m'avait pas voulu, voilà, je me suis vengé. Où sont passés les numéros 10, Michel? Mais ils sont derrière maintenant, les numéros 10. Ils sont dans les buts, ou ils sont en charnière centrale. Mais ça, c'est quand même une évolution. Plus de ballons. Les charnières centrales touchent plus de ballons que les milieux de terrain aujourd'hui. Non, mais alors peut-être que les numéros 10, ils ont descendu pas si bas que ça. Mais quand on voit par exemple Vitinha avec le PSG, quand on voit Iniesta, je pense que c'est les 6, Michel. Voilà. Je trouve que vous exagérez un peu. Je pense qu'à l'image, par exemple, de Pirlo, de Vitinha aujourd'hui au PSG, je pense qu'ils ont reculé sur le terrain. Oui, mais bon, vous me parlez du meilleur milieu de terrain qui existe. Mais il n'y a pas que le Paris Saint-Germain. Je parle de tous les autres clubs. C'est vrai que Vitinha, Ruiz et Neves, ils pouvaient jouer numéro 10. Mais l'évolution du football a changé à l'époque. Regardez Zinedine Zidane quand il est parti de la Juve. Il a joué au Real Madrid, il était sur le côté gauche. Regardez Messi, il jouait sur le côté gauche. Donc Ronaldinho, il a joué sur le côté gauche. Ça veut dire que tous les techniciens du football ont quitté le milieu de terrain pour jouer sur les ailes. Regardez le petit jeune de Barcelone. Pour trouver de l'espace. Yamal. Ça pourrait être un numéro 10. Non, il joue sur le côté droit. Parce que c'est là qu'aujourd'hui, tu crées le jeu. C'est sur les ailes que tu crées les jeux. Paris Saint-Germain est très fort sur les côtés. Hein. Très, très fort sur les côtés. C'est là qu'il y a le plus d'espace. Au milieu de terrain, il y a moins de monde. Donc, voilà, aujourd'hui, tu mets les meilleurs joueurs, ceux qui te créent, tu les mets sur les côtés. Le droitier, tu le mets sur le côté gauche, et le gauchier, tu le mets sur le côté droit. Ah, c'est les fameux faux pieds de Luis Fernandez. Oui. Mais ça a été une évolution systématique du football et ça a commencé il y a une vingtaine d'années.
À proprement parler, cette initiative-là ne me déplaît pas. Qu'on ait perdu le 10 dans ce qu'on se considérait être le joueur technique, celui qui, le playmaker, celui qui faisait jouer l'équipe, ça oui, on a beaucoup moins de joueurs techniques. Et effectivement, comme Michel le faisait remarquer tout à l'heure, Iniesta, De Bruyne, qui est plus sur la fin que le début, ou Modric, qui continue même en marchant à Milan. Oui, là, on est en train de tourner une page. Et les athlètes sont en train de prendre le dessus. Maintenant qu'à un moment, on se soit dit, pour trouver l'espace, on va écarter des mecs un peu sur le côté, à l'image, on va prendre juste Yamal. Ça, je trouve pas que ça, c'est juste une adaptation. Si les mecs courent plus, s'il y a plus de pressing et il faut trouver des solutions là où il y en a, ça, après tout, je trouve pas que ce soit regrettable. Moi, c'est la disparition de la technique qui m'emmerde le plus. C'est une constatation que j'ai fait. J'ai pas fait de remarques là-dessus. C'est une constatation que ça a changé il y a une vingtaine d'années et que maintenant, c'est un peu différent. Mais pourtant, à votre époque, après tout, on parle d'espace. Il y avait le marquage individuel. Combien de matchs vous avez fait avec un mec collé à votre cul en permanence? C'était quasiment tous en plus. Oui, en Italie tout le temps, oui. Ah ouais. Donc, et en France aussi. L'espace, il n'était pas non plus. En France aussi, la dernière année, oui. Ouais, c'était parce que la zone, c'est arrivé plus tard. Enfin, Sacchi, surtout en Italie, ne l'a fait qu'à partir de quasiment quand Michel a pris sa retraite. Parce qu'il y avait peut-être pas des joueurs au milieu de terrain qui faisaient des passes en profondeur. C'est pour ça qu'il Et en plus, Michel Platini, avec une époque où on faisait on protégeait moins aussi l'intégrité physique des joueurs. Ça, il prenait des coups dans tous les sens. Oui. Oui, d'ailleurs, la règle du tacle par derrière, c'est une règle que vous avez fait pour vous, en fait. Je disais que si j'avais joué à Barcelone plutôt qu'à la Juve, j'aurais peut-être gagné moins de trophées, mais j'aurais joué plus longtemps, je pense. Parce que si c'est le système de jouer dans les 20 derniers mètres, tu te fatigues moins et tu arrêtes moins vite ta carrière que si tu fais des courses de 60 mètres comme à la Juve où c'était souvent contre-attaque. Puisqu'on était sur ces joueurs techniques là. Puisqu'on est sur ces joueurs techniques, quels sont ceux qui aujourd'hui vous plaisent et vous dites là je vais regarder le match parce qu'il y a lui, voilà, lesquels vous validez quoi? Non, mais il y en a beaucoup des bons joueurs, mais je pense qu'ils ont ils ont leur propre rôle. C'est-à-dire qu'ils n'essayent pas de faire autre chose. On ne leur demande pas de faire autre chose. C'est ça qui est fatigant. Un joueur au milieu de terrain, il peut aller sur le côté droit, il peut aller sur le côté gauche. Non, un Yamal, il est sur son côté. Tu ne le vois jamais aller pratiquement de l'autre côté ou venir au milieu ou défendre ou faire un truc. Je pense qu'ils sont stéréotypés. Ils ont leur cadre. C'est ça qui me dérange dans le football d'aujourd'hui. Il n'y a pas un joueur. Ça, c'est la faute des entraîneurs, Michel. C'est les entraîneurs aussi qui maintenant mettent les joueurs dans des zones et tiennent à ce qu'ils ne bougent pas de ces zones. Absolument. Maintenant, avec l'arrivée des tablettes, là, vous voyez, il y a toujours l'entraîneur adjoint. Quand il y a un remplaçant, il prend la tablette, il dit tu vas faire ci, tac, 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 tu vas jouer comme ça, le mec. Moi, je leur ai dit joue comme tu sais. Si je te fais jouer, c'est parce que tu es bon. Et joue comme tu sais, joue devant. Mais change-moi les trucs du jeu. Non, aujourd'hui, je pense que le football, malheureusement, appartient plus aux entraîneurs qu'aux joueurs. Ce qui a été pas le cas pendant peut-être plusieurs siècles. Ça, il faut absolument qu'on en parle après 23. On fait notre petit jeu traditionnel. Allez, vas-y, ensuite on parlera des coachs. Michel, je pense que vous connaissez le jeu du tu préfères, puisqu'on a parlé des 10. J'ai une petite liste de 10, et puis à chaque fois, il va falloir en éliminer un. Alors, petit préambule quand même. Sachez que je n'ai pas mis Johan Cruyff parce que sinon il gagnait, parce que je sais que c'est votre idole. Et puis de toute façon, c'était pas réellement un 10, donc je l'enlève. Absolument. Et j'ai également, vous allez peut-être trouver ça choquant, certains et tout. J'ai également enlevé Zidane parce qu'il est français. J'ai pas mis de français volontairement parce que je connais votre chauvinisme et vous auriez voté pour le français. Donc j'ai fait que des autres. Mais après les autres, je vais tous les trouver bons. Mais il faudra choisir. C'est les Italiens. Et il faut répondre sur les Italiens. C'est pas beau ça de me faire choisir des choses. On est prêt? Alors, Del Piero ou Paul Gascogne? Del Piero. Del Piero ou Lothar Matthäus? Del Piero. Del Piero ou Riquelme? Del Piero. Del Piero ou Roberto Baggio? Del Piero et Roberto Baggio, égalité. On n'a pas le droit. Ah ben si, égalité, ils ont joué tous les deux à la Juve, ils ont égalité. J'aurais pas dû mettre des Juventino, voilà, à chaque fois. Voilà, c'est grosse erreur, mais ça m'arrange. Bon alors moi je prends Baggio parce que ça m'arrange. Alors Baggio ou Francesco Totti? Baggio. Baggio ou Modric? Baggio. Baggio ou Zico? Ah, je savais que ça allait être plus dur ça.
C'est mon ami Zico. Je dirais Zico. Zico. Baggio, je l'ai mis 4 fois. J'ai déjà mis 4 fois vainqueur, je vais le mettre une fois perdant. Allez, Zico ou Iniesta? C'est un truc à la. Ouais, ça fait mal à la tête, je sais. C'est un truc à la con, mais c'est marrant. C'est fait pour. C'est un truc. Je peux le dire alors, c'est un truc à la con. Ça, oui, on le sait tous que c'est un truc à la con, mais c'est fait pour. Mais c'est pas le même place. Iniesta et Zico, Iniesta n'est pas numéro 10, c'est un numéro 8. Ok, j'enlève Iniesta. Pas à cette question. Ok, très bien, pas de problème. Zico ou De Bruyne? Zico. Zico ou Diego Maradona? C'est la dernière. Facile, Michel, facile. Je dirais Diego Maradona. Merci, Michel. Et on fait pas Maradona ou Platini? Non, ça, je pense que vous l'avez déjà fait. Hein. Tiens, petite archive. Tout à l'heure, Florent parlait de cet extrait là, Nancy, le meilleur club de la région, etc. Meilleur club de Lorraine, pas de la région. On a retrouvé l'archive, Michel. Attention. Bisogna sempre migliorare, non sì perché era la mia città, Saint-Étienne perché era la migliore in Francia e Juventus perché è la migliore al mondo. Je suis désolé, mais c'est la vraie citation. La Chita, c'est bien la ville. C'est la mia Chita, oui. Parce que c'est ma ville. Ah, ok. Dans un instant, les coachs. C'est que la première date de naissance qu'on retient quand on est fan de Michel Platini, c'est 21 juin 55, à Geoff, Meurthe-et-Moselle. Tout le monde connaît la date d'anniversaire de Platini. Ouais, c'est ça qui était fou dans les années 80. Oui, parce que systématiquement, pendant les Coupes du Monde ou les Championnats d'Europe, on le fêtait tout le temps le 21 juin. Exact. Il y avait Max Bossis le 19 et Jean Tigana le 23. Et il y avait Guadalajara le 21 juin d'ailleurs, le France-Brésil, c'est ça? Oui. 86, 86, oui. Mmh. Oui. Dans un instant, les coachs au programme et l'équipe de France. Vous n'allez pas me dire que j'ai loupé un penalty quand même ce jour-là. Non, ça on n'en parle pas de ça. Non, on s'en souvient pas. Non, surtout qu'il en a mis un aussi contre l'Allemagne en 82. Aussi, dans le match. C'est le seul raté, c'est celui du Brésil. Le reste, c'était tout. Mais il y avait Louis. RMC, il est 23h01, l'after avec Michel Platini. Continue tout de suite. RMC. Non, je pense pas parce que depuis le début de la saison, on est habitué quand même à jouer 2 matchs par semaine. Là, ça va être un peu plus dur, mais je crois pas que ça va être trop difficile pour moi. Centre de Dominique. Oh, la balle est égalisation de Michel Platini. Michel Platini. Je suis écœuré et j'en ai marre. Enough is enough. Donc c'est trop. Trop, c'est trop. Ouais, but. Oh, contre terrible d'Arconada. Et but de Michel Platini qui l'a mis au même endroit qu'il l'a mis dans le gardien qui a échappé le ballon. 22h minuit, les 20 ans de l'after-foot avec Michel Platini. Gilbert Bribois. Il est 23h01, on continue l'after avec Daniel Riello, Florent Gautreau, Jean-Louis Tour et Michel Platini qui est avec nous. On n'en a pas parlé en début d'émission tout à l'heure, mais là on a réentendu le petit extrait du but de la finale de l'Euro 84 où là, Michel, j'y reviens parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler au début. Mais... C'était un but imparable. C'était un but imparable, une belle lucarne. Et voilà, on l'a tous vu, mais surtout c'est une compétition où on a l'impression que personnellement, il pouvait absolument rien vous arriver. Vous avez survolé. Voilà, c'était la plénitude. Oui, écoutez, c'est en 84, j'avais 29 ans. J'étais en forme. Voilà. Sincèrement, on a un Michel Platini modeste ce soir. J'étais en forme. Non, mais j'ai pas eu de chance sur les Coupes du Monde. J'ai toujours été blessé ou fatigué en 78, 82, 86. J'ai toujours été blessé à l'occasion de la Coupe du Monde. Voilà. Oui, c'était une des rares compètes effectivement où vous avez joué avec l'intégralité de vos moyens physiques et sur la totalité de la compète. Et c'est vrai que ça. Puis en plus en France, avec une belle équipe, avec une équipe qui commençait à prendre de la bouteille, des joueurs qui commençaient à prendre une dimension internationale. Et donc c'est toute l'équipe qui avait progressé. Et puis moi j'avais progressé en étant à la Juventus. Donc c'était une belle équipe, magnifique. Bon, pour les plus jeunes, allez sur YouTube et vous verrez ce que c'est qu'un récital à tous les matchs. Les 9 buts en 5 matchs. Bah, non, oui, c'est assez rare, on peut te dire. C'est effectivement assez rare. Bon, revenons donc au coach, Daniel. Alors, je crois tout à l'heure qu'il y a une phrase qui a été dite par vous, le foot appartient plus au coach aujourd'hui qu'aux joueurs.
Malheureusement même. Oui, et alors justement, je ne sais pas si vous le savez, mais si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Il y a 15 ans, quand je faisais le secret de coach, j'ai eu la chance de rencontrer énormément de coachs qui étaient parmi les plus grands en Europe à ce moment-là. Et systématiquement, je démarrais l'entretien avec eux en citant Michel Platini. Je leur citais tout le temps cette phrase. À chaque fois, ils me regardaient avec des yeux tout ronds. Et je leur disais, Michel Platini a dit un jour, un coach n'a jamais fait gagner un match. Et à chaque fois, j'avais des réactions en face de moi. Il y avait ceux qui s'énervaient, il y avait ceux qui n'osaient rien dire parce que c'était une phrase de vous. Mais se retrouver face à des coachs dont c'est le métier, et je démarrais tout le temps par cette phrase-là, ça en a laissé certains bouche ouverte. Alors autant vous dire qu'Arrigo Sacchi n'était pas du tout d'accord, que Louis van Gaal n'était pas du tout d'accord. Arrigo Sacchi, surtout pas Arrigo Sacchi, parce que lui, il croyait que c'était lui qui jouait contre tout le monde. Et donc, moi, je trouve que c'est un débat hyper intéressant parce que, oui, le rôle du coach. Et moi, ce qui m'étonnait dans cette phrase-là, c'est que je me dis, attends, Michel Platini dit ça, alors qu'il a joué avec Trapattoni, qui était considéré comme une légende du coaching dans les années 80, à la Juve, et avec Hidalgo, qui, s'il avait été aujourd'hui entraîneur, le fait d'avoir mis 3-10 dans un match un jour, on en parlerait comme d'un génie, puisque désormais, c'est comme ça qu'on traite les coachs aujourd'hui. Bon voilà, c'était pas vraiment une question, c'est une introduction avec tout ce que je viens de dire. Qu'est-ce que vous pensez d'un petit peu tout ça et du rôle qu'a pris le coach aujourd'hui et de la façon dont on en parle ? Je maintiens ce que j'ai dit. Je pense qu'un coach ne fait pas gagner une équipe. J'ai été coach de l'équipe nationale de football l'équipe de France pendant 5 ans. Oui, mais on savait que ça ne vous plaisait pas trop. Si Papa au Cottenay, il ne marquait pas le but, si Papa au Cottenay, il loupait les buts, le match était perdu. Et voilà, c'est-à-dire que s'il marquait le penalty, on gagnait. S'il ne marquait pas le but, on perdait. Donc, c'était pas moi qui étais sur le terrain. Donc, je suis là, j'étais coach, je faisais un puzzle, j'avais un aspect psychologique, j'essayais de les mettre dans les meilleures conditions, j'essayais de trouver avec tous les joueurs français qui jouaient à l'époque, de trouver la bonne équipe pour qu'ils soient tous complémentaires. Mais après, les 90 minutes, c'est à eux à se débrouiller. Et si par hasard, je faisais rentrer un joueur à la 80e minute et qui marquait un but, alors là, j'étais le roi du monde. Mais bon, voilà, c'est qu'un peu de chance. Non, moi, je pense qu'un entraîneur, c'est fondamental sur la psychologie, c'est fondamental sur l'entraînement physique. Mais après, sur le résultat du match, il n'est pas responsable, un entraîneur. Oui, mais les coachs qui inventent des systèmes ou qui... Daniel, s'il te plaît, 2 secondes. Il faut juste que Jean Beaumet nous donne le score final à Dunkerque, s'il te plaît, Gibo. Égalisation dans les dernières secondes de Reims avec le but de Nakamura, le japonais, 1-1. Et du coup, Reims reste 4e et Dunkerque 8e, 1-1. Merci, Gibo. Oui, alors, moi, sur cet aspect, je suis pas dans les extrémistes qui veulent faire glorifier les coachs. Néanmoins, je suis pas complètement d'accord avec vous, Michel, parce qu'il y a quand même des entraîneurs, par exemple vous qui adorez Cruyff, la façon dont cet Ajax jouait, c'est quand même une réflexion d'entraîneur de dire à des joueurs à un moment, et quelque part même Michel Hidalgo, quand il prend l'équipe de France, Daniel, on est d'accord sur ils sont importants dans la façon de les faire jouer, mais je parle du résultat, moi. Le résultat, c'est-à-dire que si le joueur il ne marque pas des buts ou le gardien a fait une bêtise, c'est pas la faute du coach. Il n'est pas responsable ni dans la victoire ni dans la défaite. En revanche, dans la façon de les faire jouer, d'une certaine façon, c'est important. Je vous ai dit, il crée un puzzle, il essaye de mettre les joueurs qui vont tous bien ensemble pour faire un très bon football et le football le meilleur possible. Mais après, sur le résultat en lui-même, c'est pas lui qui est sur le terrain. C'est ça que je veux dire. Mais c'est vrai qu'un coach, il est important. Mais par exemple, quand on dit que Luis Enrique est la pièce la plus importante de la victoire du PSG en Ligue des Champions l'année dernière, vous n'êtes pas d'accord avec ça, Michel ? Moi non plus là-dessus. Oui, il est merveilleux, Luis Enrique. Non, mais c'est vrai qu'il est merveilleux. Déjà, il vous a tenu tête avec tous les journalistes, il ne s'est pas laissé faire. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis ensuite, il a grâce aussi aux moyens économiques du Paris Saint-Germain, il a fait une équipe merveilleuse. Il a fait une très, très belle équipe. La première fois qu'on gagne la Coupe d'Europe, la deuxième fois qu'on gagne la Coupe d'Europe en France. La première donc il est responsable de la victoire quand même. Oui, mais pas autant que... J'ai dit qu'il avait fait une équipe merveilleuse, qui joue bien à Paris Saint-Germain, et reconnue partout comme une équipe qui joue très très bien au football. Après, qu'il marque un but ou qu'il ne marque pas un but, ça dépend pas de l'entraîneur, ça dépend des joueurs. Mais Luis Enrique, Campos, Nasser, ils ont fait une superbe équipe qui joue très très bien au ballon. Après, le résultat, c'est ni Nasser, ni Campos, et ni Luis Enrique qui en sont responsables. Mais Michel Platini, vous avez été sélectionneur, donc c'est pas vraiment pareil qu'entraîneur de club, mais on n'a jamais senti vraiment une appétence
compétence dingue sur ce job-là. Vous voyez tout de suite, et après on vous a vu dirigeant du foot mondial, européen, évidemment, mais sur le banc, est-ce que c'était vraiment votre place en fait, Michel? Est-ce que vous après moi on est venu me chercher et puis j'ai pas pu. Oui, mais ça a duré quand même. Oui, ça a duré jusqu'à l'Euro 92 et puis après j'avais décidé de partir. Donc voilà, non, j'ai arrêté le football jeune à 32 ans et à 32 ans et demi, on vient me rechercher pour être sélectionneur d'équipe de France. alors que je voulais me reposer. Donc non, j'ai pas eu. D'ailleurs, à l'époque, souvenez-vous, le Real Madrid m'avait voulu et je n'ai pas voulu du tout aller entraîner le Real Madrid. Je voulais pas être entraîneur d'un club tous les jours, quoi. Voilà. Ouais. Sélectionneur, c'est pas mal. Tu as un match tous les mois. En plus, si tu gagnes, tu reprends la même équipe. Pas compliqué. Et puis, j'avais une bonne équipe. Moi, j'ai bien aimé ce rôle de sélectionneur. J'avais vraiment une belle équipe. J'avais une équipe d'hommes qui allait au turbin. Vraiment, toute cette équipe-là. J'avais pas de Zidane, j'avais pas de Djorkaeff, j'avais pas des joueurs techniques. J'avais des Bernard Pardo, et d'autres joueurs, mais je vais pas les citer tous parce qu'ils vont être vexés quand je dis que c'est pas des joueurs techniques. Ouais. Vous avez mis Luis Fernandez en numéro 10 quand même, on s'en souvient. Voilà. Donc, voyez un peu pourquoi. Et donc, alors, justement, Michel, sur cette période, franchement, il fallait gagner avec notre façon. On a fait un super match. Le seul match où on a bien joué au ballon, on l'a perdu 2-0 à Wembley. On avait bien joué au ballon, on les a bouffés, les Anglais. Mais non, nous, on avait une équipe, il fallait pas qu'on ait le ballon. Voilà, pour gagner. N'empêche qu'il y a, sur cette période-là, entre 88 quand vous prenez les Bleus et 92 où vous les lâchez, il y a des phrases, honnêtement, si c'était dit à notre époque, on en parlerait beaucoup. Entre ce qui se passe en 88, d'abord autour de Cantona que vous allez rechercher, donc de ce qui balance sur Henri Michel à ce moment-là qui était violent. Et puis alors même quand vous êtes sélectionneur, alors là pour le coup moi j'étais jeune. Bon alors moi puisque tout ce que vous disiez je trouvais ça bien. Très bien, je trouvais ça bien, mais si je prenais un peu de recul, je dis il est quand même dur, Michel. Parce que sur cette histoire d'équipe pas très technique, la façon, parce que Gilbert il le dit en rigolant, mais à l'époque quand vous dites forcément, le niveau du milieu de terrain de cette équipe de France, avec donc Deschamps, Franck Sauzet, machin, je mets Fernandez en numéro 10, alors qu'à notre époque, c'était le porteur d'eau qui jouait derrière. Il fallait pouvoir le supporter. À l'époque, on se disait les choses un petit peu plus franchement qu'aujourd'hui quand même. Parce que c'est vrai que c'était la vérité. Mais pour certains, ça devait pas être... Alors Louis, qui était de votre époque, lui, il l'a très bien pris. Mais Deschamps, à mon avis, il l'a pas très bien pris, la qualification de porteur d'eau. Même si sur le fond, moi, je suis 100% d'accord que c'était un porteur d'eau. Mais on se disait les choses un peu plus franchement à l'époque, j'ai l'impression quand même. Daniel, si j'avais une grande génération, il serait jamais venu me chercher comme entraîneur et Henri Michel serait toujours entraîneur. Non, mais c'est tout. Voilà. Donc pourquoi on est venu me chercher? Moi, j'ai jamais entraîné, j'ai jamais été sélectionneur. J'arrive là-dedans, on me demande d'y aller. J'y vais pour faire plaisir au football français. Mais si l'équipe elle avait été superbe, si j'avais jamais ils seraient venus me chercher. Le sélectionneur, ils auraient gagné. Le sélectionneur serait toujours sélectionneur. Voilà. On est venu me chercher parce qu'on avait fait match nul à Chypre. Et Deschamps, est-ce que ce qu'il était sur le terrain finalement se voit entre ce qu'il est comme entraîneur et sa façon de voir le foot et de faire jouer l'équipe de France? Ça, c'est une bonne question. C'est compliqué de répondre à tout ça. Je pense que Didier, il était le footballeur qu'on a vu, qui était plutôt un homme de devoir plutôt qu'un Zidane. Et il le faisait bien, et il était le chef, il avait sa personnalité, il unissait l'équipe, et on a besoin de joueurs comme ça dans une équipe. On a besoin d'un joueur comme ça. Après, comme sélectionneur, je sais pas, je peux pas vous dire. Je pense qu'il fait jouer l'équipe comme il pense qu'elle joue le mieux possible. Bon, d'accord, voilà. On a compris. C'est moi qui l'ai sélectionné, Didier. Donc, je savais quand il jouait, je savais qu'il était important. Après, c'est pas moi qui l'ai nommé sélectionneur, mais il fallait qu'il fasse son équipe comme il le pense. C'est lui, c'est le seul. Mais c'est un peu long quand même, 14 ans à la tête de l'équipe de France. Ouais. C'est long, un mandat aussi long. C'est long. On a envie de fraîcheur. Ça vous fait pas rêver cette équipe made in Didier Deschamps? Moi, sincèrement, je suis là pour qu'elle gagne. Je veux la voir gagner. On a gagné 2 Coupes du Monde avec Didier. Enfin, une en tant que sélectionneur et l'autre, on a été en finale.
Écoutez, c'est formidable ce qu'il a fait Didier. Après, qu'il joue d'une certaine façon, qu'il joue d'une autre façon, moi sincèrement, Didier il les fait jouer comme il veut, il les connaît mieux que nous. Puis après, l'important c'est qu'on gagne les matchs. Moi, j'ai pas envie de vous croire sur cette réponse. Il y a une façon de gagner quand même, moi, Michel. Je m'autorise à dire que j'ai pas envie de croire Michel Platini sur les dernières 5 minutes. Non, mais moi, vous savez, non, mais Daniel, vous avez raison. Mais sincèrement, moi, si je parle de quelque chose, c'est parce que je le fais. Et là, c'est que gratuit ce que je peux dire. Donc ça, c'est plus moi qui suis sélectionneur. Si j'étais sélectionneur, je vous dirais les choses comme je le pense. Mais là, c'est pas moi. Il faut faire confiance aux sélectionneurs que la Fédération française a mise. Didier Deschamps est un très bon sélectionneur. Pour moi, et puis après voilà. Mais on a le droit d'être pressé de voir Zidane. Et elle jouera comme. Après, vous pouvez être critique, c'est votre rôle d'être comme journaliste. Moi, je suis un camarade de Didier Deschamps et je dirai toujours que le sélectionneur a toujours bien fait les choses. Alors, à minima, Michel Platini, on est d'accord pour dire qu'on a envie de voir Zidane et a envie de voir autre chose, tout simplement parce que ça dure depuis longtemps avec Deschamps. On a le droit. Mais je vous dirais que ça dépendra des joueurs. C'est-à-dire ? Ça dépendra des joueurs que Zinedine Zidane, s'il est sélectionneur, aura à sa disposition pour jouer d'une certaine façon. On a plus de 10 en équipe de France. Techniquement, au milieu, on est un peu moyen quand même. Écoutez, moi, je pense que si on va à la Coupe du Monde et qu'on la gagne et qu'on n'a pas de numéro 10, ça me fera plaisir quand même. Justement, on va parler de cette équipe de France. Quand j'étais sélectionneur, je m'en tapais complètement de bien jouer au ballon. Je voulais qu'on gagne les matchs. Voilà. Dans un instant, on va justement parler de l'équipe de France. Si en plus on pouvait bien jouer au ballon, ça aurait été formidable. Mais bon, voilà. Heureusement qu'il y a cette conclusion. On pouvait pas faire les deux. J'aurais été un peu déçu. Et de ces stars de Kylian Mbappé. Mais c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas de 10 en 92 qu'on n'a pas gagné. Allez, à tout de suite dans la. Il y avait lui 192 comme numéro 10. On pouvait pas faire mieux quand même. Les 20 ans de l'after-foot avec Michel Platini. Gilbert Bribois. Il est 23h17, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau, Jean-Louis Tour et donc Michel Platini avec vous. On va parler de l'équipe de France. Alors il y a les tauliers, on va parler de Mbappé dans quelques secondes, mais il y a pas mal de jeunes qui montent. On voit Désiré Doué, Ryan Cherki. Est-ce que quand vous voyez, Michel, des jeunes arriver comme ça, parfois encore mineurs, briller là par leur talent unique de footballeur, est-ce que ça vous enchante ? Je pense que ça fait plaisir de voir des joueurs qui ont une certaine qualité technique et qui font des bonnes passes, comme Cherki ou comme Doué ou comme d'autres. Il y en a plein des bons joueurs qui explosent en ce moment. Après, le problème, c'est que DJ ne pourra pas tous les faire jouer. Vous avez un petit chouchou aujourd'hui parmi ces jeunes-là ? Non, pas forcément, non. Vous ne trouvez pas quand même que, pardon de revenir encore sur un peu le comparatif époque, mais il y a moins au milieu, je veux dire, à l'époque, à votre époque, vous étiez le 10, à côté de vous, il y avait un gars qui était le 10 dans son équipe, mais qui en équipe de France était plus 8, donc Alain Giresse. Enfin, la technique, elle était un peu partout. Si les deux n'étaient pas là, on avait pourquoi pas Giannini, qui a joué à la Coupe du Monde 82, les gens s'en souviennent. Là, aujourd'hui, on a des bons joueurs, on a des bons athlètes, on a même des gars qui ont une technique, parce qu'on ne va pas dire non plus que c'est des manchots, mais on n'a plus même le gars qui a ce rapport au ballon, qui ouvre les yeux, qui sait faire, qui fait jouer les autres. C'est quelque chose qu'on a quand même de moins en moins. Je ne suis pas allé jusqu'à Zidane, mais on aurait dû également le citer dans cette catégorie-là. Là, chez les Bleus aujourd'hui, on a une bonne équipe, on a des bons joueurs, mais le gars qui enchante. Alors oui, si Cherki arrive à s'imposer, c'est un peu un mec comme ça, il a un peu ce profil-là. Mais ça manque dans le foot d'aujourd'hui, c'est de plus en plus rare quand même ça. Il faut demander à la direction technique nationale de travailler d'une autre façon dans le football français. Ah, mais le DTN, on a oublié son nom. Moi, je ne sais plus qui c'est. C'est qui le DTN d'ailleurs? Donc, non, mais vous me posez une question un peu compliquée. Je ne suis pas dans le football dans le football de club et dans le football joué depuis 40 ans. L'évolution du football, on la voit. Je pense que l'évolution du football est surtout marquée par les supporters qui aiment leur club. Et les supporters qui aiment leur club, ils veulent surtout voir leur club plus gagner aujourd'hui que dans le temps. Dans le temps, on avait beaucoup de téléspectateurs, mais on était un football qui n'existait pas. C'était un football qui commençait, où c'était les passionnés qui venaient. Aujourd'hui, on a un football où les spectateurs sont la seule identité du club et ils le vivent différemment. Ouais, mais ils aiment le beau jeu, les spectateurs aujourd'hui. Même les supporters, ils préfèrent quand leur équipe joue bien et ils s'attachent
toujours, ça n'a pas changé au fil du temps, il s'attache toujours aux joueurs un peu techniques. Regardez au PSG, puisqu'on en parlait, il y a un mec qui n'a pas gagné avec le PSG ou qui n'était même pas tout le temps titulaire, mais que les gens adorent, c'est Javier Pastore. Si on l'adore, c'est aussi parce qu'il avait cette façon de jouer. Oui, mais peut-être que Pastore, c'était une race en voie de disparition dans le football d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on l'adorait. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été techniques. Peut-être qu'aujourd'hui, il y en a un peu moins. Et je vous ai dit, les entraîneurs, peut-être qu'ils en mettent moins. Il y a peut-être des joueurs. De toute façon, ils sont tous faits de la même façon aujourd'hui, les footballeurs. T'as plus un Messi sur un terrain de football. Ils font tous 1m85, 87. Ils sont tous filiformes, ils sont maigres, ils ont des grosses cuisses. Et puis, ils courent et t'as plus un Messi. Alors, en parlant t'as plus un Giresse. Ah ouais, je crois que le seul petit que j'ai vu, c'est quand c'est Sao, peut-être à la Juventus, qui est un peu petit. Mais sinon, ou Yamal, on y revient. Et alors, mais Yamal, il est pas petit, Yamal. Non, c'est vrai. Mais un peu plus fin, quoi. Ils se ressemblent tous les joueurs se ressemblent tous. Tu prends une équipe, ils rentrent sur les terrains, ils se ressemblent tous physiquement. Tous. Alors, on commençait à parler de l'équipe de France, Michel. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de Kylian Mbappé en tant que joueur au Real et même en tant que capitaine de l'équipe de France? La dernière fois qu'on s'était parlé, vous étiez très remonté sur le fait qu'il ait fait passer ses idées politiques, ou en tout cas qu'il avait demandé de se positionner. Comment vous êtes sur Mbappé en ce moment? Bon, je suis plutôt positif. Je pense que Kylian Mbappé a pris un gros risque d'aller au Real Madrid. Il a attendu, mais il joue très bien. Enfin, il joue très bien. Il marque beaucoup de buts parce que je pense qu'aujourd'hui, Kylian, il est beaucoup plus finisseur que joueur comme il avait pu être à Monaco au début au Paris Saint-Germain. Il est devant, il est avançant et on lui demande de finir les actions. Je pense qu'il était un peu plus joueur à l'époque. Il avait une dimension un peu plus importante qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est complètement dans la finition et je pense qu'il pourrait. Mais bon, peut-être qu'on lui demande de jouer de cette façon-là. Mais bon, sinon, j'ai beaucoup d'admiration pour Kylian Mbappé, la façon dont il marque les buts et dont il marque au Real Madrid, ce qui est pas tout. Mais vous êtes conscient de ça? Donc l'histoire des prises de position politiques, c'est bon, c'est digéré. L'histoire des prises politiques, j'ai dit ce que j'avais à dire et puis c'est fini. Maintenant, on attendra l'année prochaine pour les élections. Mais vous avez conscience, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais sa cote de popularité, pour un joueur qui est le capitaine des Bleus, qui joue au Real et qui met autant de buts, si on met ça en face de sa cote de popularité en France, c'est assez incompréhensible à quel point elle est basse. Je ne sais pas, alors on a des pistes sur pourquoi on lui en veut, peut-être certaines prises de position politique, peut-être son attitude, il dégage parfois une forme d'égoïsme un peu exacerbé, mais on a rarement eu des exemples comme ça de mecs qui sont aussi importants dans le football, mais qui sont à ce point peu aimés. Oh, moi, je n'étais pas très aimé par la presse. Hein. C'est ce que j'allais dire. Non, mais ce que j'allais à force de vous envoyer balader, c'était normal. Non, mais les médias n'étaient pas aussi importants qu'aujourd'hui à l'époque. Il y a toujours le journaliste qui n'a pas voté pour vous au Ballon d'Or. Le journaliste français. Oui. Jacques Ferrand. Il se souvient des noms, j'ai les noms. Non, mais il y a quand même. C'était un point c'est un point que je voulais aborder, effectivement. C'est que même à l'époque de Michel, dans les années 80, il y avait des moments où, quand il est sorti sous les sifflets au parc, où les gars, les gens ils sont c'est arrivé une fois, c'était un match plusieurs du mois fois d'août dans la carrière. Non, mais pas les sifflets. C'est juste Stuttgart. Non, mais je suis d'accord pour ce match. Mais il y a plusieurs fois où il a été critiqué également. Moi, la question sur Mbappé, c'est tout simplement, Michel, vous qui avez été capitaine des Bleus, est-ce que c'est un bon capitaine? Je sais pas. Écoutez, Kylian Mbappé, je l'ai jamais rencontré, je l'ai jamais vu jouer en vrai. Je l'ai vu jouer que à la télévision, j'ai jamais discuté avec lui, je connais pas. J'ai rencontré une fois son papa dans un match du Variété, j'ai trouvé très sympathique. Je connais pas Kylian Mbappé. Je sais pas ce qu'il dit, je sais pas ce qu'il pense, je connais pas. Non, sincèrement, je peux pas avoir une opinion de lui. Mon seule opinion que j'ai de lui, c'est que c'est le footballeur et je le juge comme footballeur. Et je trouve que ce qu'il fait, c'est formidable. Voilà, il marque beaucoup de buts. Peut-être que le Real Madrid lui demande de marquer des buts, mais quand il est joué sur le côté, il avait plus d'envergure, il avait plus de courses, il avait plus de centres, il était plus, collectif. Là, devant, on lui demande d'être le finisseur. Et il est finisseur et il le fait bien.
Donc, mais moi, attends, Daniel, là, à ce stade, moi je lance un appel. Le sport, c'est de la transmission. On a des grands champions en France. Il faut organiser. Il faut que la fédération prenne les choses en main et organise une rencontre entre Michel et Kylian Mbappé. Il faut emmener Michel à la Coupe du Monde. Je sais pas, il faut faire quelque chose. En tout cas, les capitaines des Bleus, non, mais les capitaines des Bleus devraient se parler en fait. Mais bien sûr. C'est fou en fait. C'est fou que vous n'ayez jamais rencontré Kylian Mbappé. Surtout que Platini est une des idoles de son père. Wilfried Mbappé adorait le joueur Michel Platini. Moi aussi, j'adore Kylian Mbappé comme footballeur. Il y a pas de souci. C'est un joueur remarquable. Mais je trouve qu'il est plus finisseur maintenant qu'avant. Oui, ça a l'air de vous gêner un petit peu oui, non, mais alors... ça me gêne pas. C'est une constatation. Ouais. Moi, je regarde. Mais alors, vous savez pourquoi tactiquement il a arrêté de... Je ne juge personne. Je constate qu'aujourd'hui, il est plus buteur qu'autre chose. Et ben voilà, il marque les buts. Il fait bien ce qu'on lui demande de faire. Ouais, mais on l'a également mis là parce que dans cette évolution du football dont on a parlé tout à l'heure, on demande aux attaquants de défendre énormément aujourd'hui, de redescendre, le fameux repli défensif. Et c'est ça, parce que Mbappé le faisait moins que les autres, on l'a transformé en numéro 9 et on l'a enlevé Écoutez, sur le côté. Je vais vous dire une chose. La première fois que j'étais en sélection avec Michel Hidalgo, il m'a dit, Michel, j'étais milieu de terrain, il m'a dit, Michel, si on est en infériorité derrière, tu reviens. Si on est égalité, tu ne reviens pas. Il y a Marius Trésor, les autres défenseurs, ils vont se débrouiller tout seuls. Donc Mbappé, on lui demande de marquer des buts et de jouer devant. On ne lui demande pas de défendre. Est-ce qu'on demande aux défenseurs toujours d'attaquer? Non. Donc pourquoi on demande toujours aux attaquants de défendre? Voilà, je ne sais pas. Les attaquants, ils marquent les buts et les défenseurs, ils défendent. Michel, est-ce que... je suis très années 70 en football. D'ailleurs, à propos de ça, est-ce qu'il faut mettre fin d'urgence au VAR? C'est fini, la VAR continuera tout le temps. Moi, si j'étais la FIFA, mais je ne le suis pas, je mettrais la VAR que sur les lignes. Oui. Sur la ligne de hors-jeu, sur le but il est rentré. Sur des choses que les arbitres, où c'est très compliqué pour les arbitres de voir les choses. J'en ai marre de mettre la VAR sur la main. Une main, c'est volontaire ou involontaire, c'est pas parce qu'elle est décollée. Ou une faute, elle est volontaire ou involontaire, la main. Dans le temps, l'arbitre, c'était ou volontaire ou involontaire. Aujourd'hui, on regarde la main, si elle a dépassé de 5 cm, si elle est tendue, si le ballon est touché avant. Ils sont en train de changer toutes les règles d'arbitrage en fonction de la VAR. Non, la VAR, bon, il y a peut-être des choses qu'il faut garder, et surtout les lignes. Le hors-jeu, c'est très compliqué pour un arbitre de touche de voir le hors-jeu. Très compliqué. Donc, elle peut être utile. La goal line technology, c'est très compliqué pour l'arbitre et les arbitres de touche de voir si la balle elle est passée. Ça, c'est bien, c'est positif. Tout ce qui est positif pour l'arbitre, il faut le garder. Bon, voilà. On limite. Moi, je suis assez d'accord. Mais bon, ça changera plus, hein, de toute façon. Parce qu'une ligne, en fait, même de pire en pire. Non, mais il a raison, parce qu'une ligne, en fait, il n'y en a pas d'interprétation. Une ligne, c'est dehors ou c'est dedans. Encore faut-il qu'elle soit bien placée sur les hors-jeux, avec le départ du ballon, parfois. Et il y a une des évolutions aussi qui est évoquée, c'est la chasse au gain de temps, notamment en fin de match. Est-ce que ça doit être une priorité absolue pour dynamiser les fins de match? Mais ça, l'arbitre, il a qu'à obliger le joueur à aller un peu plus vite et lui mettre un carton jaune éventuellement s'il le fait pas. Mais ça s'est toujours fait automatiquement. C'est pas la peine de faire des règles pour des conneries comme ça. Il nous reste quelques minutes. Je vais vous relayer quelques messages sur notre numéro WhatsApp et messages d'auditeurs. On va d'ailleurs accueillir Omar dans quelques secondes, qui est président d'un club amateur. On sait que vous êtes dans la région, vous êtes en Provence. Il y a énormément de supporters qui nous disent pourquoi Michel Platini ne viendrait-il pas s'occuper de notre club, l'OM? On cherche un président. C'est vrai qu'il n'est pas loin. Et vous n'avez jamais fait président de club? Non, j'ai été vice-président de l'Est Nancy-Lorraine. Donc l'OM, s'il vous appelle, c'est bon? Je vous ai dit que je ne revenais plus dans le football comme ça. Je vous ai dit que je ne revenais plus dans les institutions du football ou dans les clubs. C'est pas la peine que je vous le redise encore aujourd'hui. Faut jamais dire jamais. Jamais dire jamais, mais le temps passe et c'est toujours compliqué de revenir. Ça veut dire que là, même d'une fonction, je sais pas, aller avec des gamins, jouer, transmettre, terminer, vous n'avez plus envie du tout? Je transmets à mes petits-enfants, oui, ou à mes enfants, ou à des gamins qui me demandent, mais aller jouer avec eux, ça se complique. Hein. J'ai 71 ans cette année. C'est un peu difficile de jouer au ballon, hein, sincèrement. Ça vous arrive plus du tout d'être sur un terrain, de toucher le ballon, de faire une sincèrement, longue passe? Sur le terrain, difficile à courir.
difficile de tacler, difficile de tirer, mais j'ai toujours la vision du jeu. Est-ce que vous arrivez de fouler le terrain un peu comme vous. Pardon? Est-ce que vous arrivez de fouler le terrain Gentil-Ghana, puisque c'est le terrain de Cassis? Oui, c'est le terrain Gentil-Ghana, Cassis, oui. Est-ce que je l'ai foulé? Ouais. Non, ça fait longtemps que je ne l'ai pas foulé. Non, il foule les greens de golf. Votre niveau s'améliore ou on en est où? C'est plus, à 71 ans, c'est plus facile de jouer au golf au foot. Entre nous. Omar est là au 32-16. Il est président de club amateur. Omar, bonsoir. Oui, bonsoir. D'ailleurs, moi, je serais ravi d'accueillir Michel Platini à l'AS Vivo Sauvagère dans mon petit club amateur marseillais. En plus, il est à Cassis, donc on n'est pas loin. Non, je voulais, parce que beaucoup de gens l'oublient. Bon, moi, j'ai grandi, j'ai 48 ans, avec mes deux idoles, c'était Platini et évidemment Diego Maradona. Donc, je suis très content d'avoir Michel Platini au téléphone. On oublie beaucoup de dire que si on a eu une Coupe du Monde 98, c'est grâce à deux messieurs, Fernand Sastre, paix à son âme, et Michel Platini. Et notamment la demi-finale à Marseille, Pays-Bas, Argentine, que j'ai pu voir et que j'étais heureux. J'avais 20 ans à l'époque. Avec un but de Bergkamp, si j'ai bonne mémoire. C'était Bergkamp qui a marqué, oui, il me semble. C'était un quart de finale. C'est un quart de finale. C'est quart. Et on en a eu la demi aussi à Marseille. Moi, je voulais demander à Michel son avis. Bon, moi, je suis président de club amateur et comme beaucoup de mes collègues présidents, je suis confronté à ce qu'on appelle aujourd'hui le projet Mbappé, c'est-à-dire des parents fous furieux que nous on appelle un peu, certains, pas tous, le cancer du football et qui veulent que leurs enfants soient professionnels. J'ai eu un coach moi, qui a été poignardé il y a 3 ans parce qu'il a eu le malheur de dire à un parent que par manque de bénévoles, on ne pouvait pas garder le petit. Donc, je voulais avoir son avis, parce qu'à l'époque, ça ne se passait pas comme ça, et maintenant, c'est de pire en pire. Moi, je suis sur les stades marseillais tous les jours, depuis 30 ans, et j'aurais aimé avoir son avis sur ce fléau, ce phénomène-là, qu'il y a dans le football. Et si un jour il passe au club, moi, je serais ravi qu'il parle aux parents, qu'il leur explique que le talent ne suffit pas pour être professionnel, et qu'il y a beaucoup de chance, il y a le facteur chance qui joue aussi, j'en sais quelque chose. Simakan jouait, j'étais son coach il y a 15 ans, il était bon, mais c'était pas le meilleur. Ben aujourd'hui, il joue professionnel, il joue avec Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, donc voilà. Donc j'aurais voulu avoir l'avis de Michel Platini là-dessus. Premièrement, je voudrais rendre hommage à tous ces bénévoles qui s'occupent de tous ces clubs amateurs, parce que je pense que je retrouve un peu toute la passion que mon papa a dû donner aussi au club de Jeff, à des milliers de gamins qui ont grandi dans cette passion du football. Mais c'est vrai que c'était une passion du football à l'époque dans laquelle il n'y avait pas de retombées financières à la fin. C'était simplement une passion du football pour le jeu, pour ce magnifique jeu. Aujourd'hui, c'est vrai que le miroir aux alouettes est très important pour tous ces gamins parce qu'ils pensent tous qu'ils peuvent faire un métier comme le football. Et je pense que c'est le rôle un peu de tout le monde de leur expliquer, notamment la Fédération française, notamment les joueurs, de dire que c'est pas facile d'être professionnel. Il y en a très 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 peu qui réussissent et que c'est pas une certitude qu'un jour vous pourrez gagner de l'argent avec le football. Je crois que le message il est très difficile à faire passer parce que les parents ne veulent pas le comprendre et je le comprends, Monsieur le Président, parce que c'est quelque chose de compliqué et ça me revient souvent aux oreilles. Et si je peux éventuellement expliquer ça aux jeunes enfants, ben je le fais souvent. Je leur dis passionnez-vous pour ce jeu, aimez ce jeu, amusez-vous. Puis si un jour vous avez la chance de pouvoir faire quelque chose, tant mieux pour vous. Mais il n'y a pas que ça dans la vie, il y a d'autres choses et continuez vos études parce que c'est important de continuer vos études. C'est vrai que Monsieur le Président, c'est très très compliqué. Je ne sais pas comment régler ce problème. Il faudrait que la Fédération française fasse une grande politique de communication à travers tous ces clubs amateurs, à travers tous les footballeurs de tous les clubs amateurs pour expliquer un peu aux parents que des Mbappé ou des Zidane ou d'autres, c'est pas tous les jours qu'il y en a. Et donc faites attention à l'avenir de votre enfant et ne lui faites pas croire qu'il sera forcément un grand joueur de football. Il le sera peut-être, mais c'est très difficile. Vous savez ce que je leur dis, Michel, moi, ils ont plus de chance. Appelez-moi Omar, ça me ferait kiffer que Monsieur le Président. Michel Platini, là. Moi, je leur dis, vous avez plus de chances de devenir docteur, avocat ou chirurgien ou de gagner à l'euro-million que de devenir footballeur professionnel. Faites-en un Einstein plutôt qu'un Zidane, ça c'est ma phrase. Et les parents, je les refroidis un peu, mais quand même, ça reste compliqué. En tout cas, Michel, je vous renouvelle l'invitation. Vous venez quand vous voulez. Je sais qu'on a des amis communs en plus, donc on serait ravis, honorés de vous recevoir, vraiment. Merci Omar. C'est quel club? Rappelez-moi quel club. Vivo Sauvagère, AS Vivo Sauvagère. On est partenaire de l'OM, on est dans le 10e à Marseille.
Très bien. On n'est pas très loin de l'autoroute qui mène à Cassis. Pas très loin de l'hippodrome de Marseille. Je viendrai vous voir. Je le dirai pas avant, mais je viendrai vous voir. Avec plaisir. Je laisse les coordonnées au standard. Oui, très bien. Omar. On transmet. Merci Omar. Michel, merci beaucoup. C'était super. Merci à vous. Et très bon anniversaire à vous tous, quand même. Merci. J'ai passé une bonne soirée. Merci Michel. Merci, ça nous fait plaisir. Ça nous a fait plaisir. À très bientôt dans l'after et on vous souhaite encore plein de choses évidemment, des rebonds dans le football pourquoi pas si vous changez d'avis, plein de beaux matchs. Et on remercie Antoine qui a été brillantissime. Oui c'est bon, vous avez une pause de 6 mois sans recevoir de message d'Antoine là normalement. Je pense que de 6h demain matin à 7h il va m'envoyer un message. Ouais pour le débrief.